Première question, la force de frappe. Pour traiter d'un sujet aussi vaste, il faut envisager tous ces aspects, c'est-à-dire, d'une part, l'aspect politique, l'aspect de politique internationale notamment, d'autre part, l'aspect proprement militaire, et enfin, l'aspect économique, c'est-à-dire l'influence de la création de la force de frappe sur l'économie et les finances nationales. Aspect politique en premier lieu. Pourquoi créons-nous une force de frappe? Contre quoi ou contre qui la créons-nous? La première idée qui vient à l'esprit est que cette force de frappe peut être destinée à dissuader un agresseur russe de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Mais on doit observer que nous avions déjà une couverture atomique par le traité de l'OTAN et que la force atomique américaine, qui est supérieure à la force atomique russe, constituait pour nous un bouclier extrêmement efficace. Elle le constitue encore aujourd'hui puisque le traité de l'Atlantique Nord n'a pas été dénoncé par nous, malgré des efforts précipités du président de la République pour mettre un terme à la présence américaine sur notre territoire, et que par conséquent ce traité constitue encore notre sauvegarde. Sans doute a-t-on pu laisser entendre, et notamment le président de la République l'a plusieurs fois clairement dit, que l'on n'était pas sûr que les Américains viendraient à notre secours dans le cas où nous serions attaqués par un agresseur venant de l'Est. Cet argument est assez misérable. Il est même méprisable dans la mesure où il s'appuie sur le retard prétendu des Américains à venir à notre secours en 1917 ou en 1940. Il est bien certain que si le traité de l'Atlantique Nord avait existé en 1914 ou s'il avait existé en 1940, les Américains se seraient trouvés emportés par la guerre dès son origine, sans être obligés de venir y participer à l'occasion d'événements les concernant directement. Nous considérons donc que le traité de l'Atlantique Nord constitue d'ores et déjà la meilleure couverture atomique de la France contre une agression venant de l'Est. D'ailleurs, il faut bien dire que on peut douter aujourd'hui de la volonté d'agression du peuple russe. Ce peuple veut la paix comme le nôtre, comme le peuple américain d'ailleurs, et il n'y a aucune raison pour qu'il se lance dans une aventure qui mènerait à la destruction du monde entier. Mais on doit bien reconnaître que si les conditions sont aujourd'hui meilleures qu'elles n'étaient du temps de Staline, il n'est pas impossible qu'elles redeviennent un jour les mêmes que du temps de Staline. Encore que l'on puisse faire fond sur la sagesse et les habitudes de paix et de pensée de la population russe qui semble avoir pris un goût évident, un mode de vie un peu moins dur, un peu moins rude, un peu plus libre que celui qu'elle avait eu pendant toute la période stalinienne. Si ce n'est pas contre la Russie que notre force de frappe est dirigée, alors est-elle orientée vers les États-Unis? Je crois que la simple réponse dans ce cas doit être un sourire, car on imagine difficilement, quoique puissent en penser certains théoriciens, les États-Unis se transformer en une puissance d'agression contre l'Europe. Voilà pour le premier point. La force de frappe n'est dirigée contre personne, sinon peut-être, à lointain terme, contre la Chine, et alors nous aurions le double bouclier protecteur de la Russie et de l'Amérique. Allons plus loin cependant dans le raisonnement.
Admettons qu'il y a menace de guerre et nécessité d'une force de dissuasion. Pourquoi, à ce moment-là, une force exclusivement française? Rejetons, si vous voulez, l'Alliance Atlantique. Les Américains nous déplaisent, nous avons à nous venger d'eux, il nous faut une force autonome. Pourquoi alors ne la créerait-on pas dans le corps de l'Europe? L'Europe a les ressources humaines, intellectuelles, financières, économiques suffisantes pour bâtir une force de frappe. Et on peut se demander si le potentiel d'une force de frappe même limitée détenue par l'Europe ne serait pas beaucoup plus dissuadant encore que celui d'une force de frappe détenue par la France seule, isolée, comme c'est son cas actuellement. Bref, nous pensons que la force de frappe était inutile et que, à supposer qu'elle soit utile, elle devait être réalisée dans le cadre de l'Europe unie. Or, la voie prise par le général de Gaulle jusqu'à présent est aux antipodes, puisque même cet organisme, pourtant peu militaire au départ qu'est l'Euratom, est petit à petit saigné de tout son sang et jugulé, limité à des aspects d'études techniques sans aucun moyen de les pousser très loin. Mais notre position en faveur d'une force de frappe nationale pose aussi un second problème, peut-être plus important encore que le premier. En donnant l'exemple de la création parmi les puissances moyennes d'une force de frappe nationale, la France n'a-t-elle pas créé les conditions qui contribueront, un jour ou l'autre, à faire sauter la planète? Au nom de quoi, alors que nous avons refusé de signer le traité de Moscou, pourrons-nous recommander à d'autres pays de ne pas créer de force nationale? Je ne parle pas pour l'instant de l'Allemagne, dont le cas est particulier, mais cela peut se poser un jour pour elle. Mais pourquoi pas l'Égypte? Pourquoi pas l'Inde? Pourquoi pas le Japon? Pourquoi pas l'Italie? Quel exemple n'avons-nous pas donné dans ce domaine? Et quelle n'aurait pas été notre force morale si nous avions donné au contraire la primauté à la recherche de la paix, si nous avions pris la tête de la croisade pour la non-dissémination des armes atomiques? Là, notre volonté de paix n'aurait pas pu être suspectée, comme peuvent l'être celle des États-Unis et celle de la Russie, lorsque ces deux grandes puissances cherchent à empêcher la dissémination, sans doute en grande partie pour protéger la paix, mais aussi pour protéger quelque peu leur monopole. C'est peut-être sur ce point que l'histoire jugera le plus sévèrement l'attitude du président de la République. Et on peut craindre que d'ici une dizaine d'années, une vingtaine de pays ne soient à leur tour propriétaires, qui de sa petite bombette, qui de sa bombe dopée, qui de sa bombe H. Et à ce moment-là, il faut bien dire que les conditions d'une conflagration seront à peu près remplies. Il manquera simplement l'étincelle, et dans ce monde, une étincelle jaillit bien facilement. Voilà pour l'aspect politique du problème. Son aspect militaire, maintenant, doit être examiné par la réponse à donner à une question. Avons-nous une force de frappe? Eh bien, sur ce point, la réponse est actuellement négative. Ce ne sont pas les mirages construits à grands frais par M. Dassault
qui en a retiré des bénéfices qu'on sait substantiels, qui permettront de constituer une force de dissuasion suffisante pour empêcher un pays ayant des forces égales à celles de la Russie par exemple, d'attenter à l'intégrité de notre territoire. L'avion est absolument démodé et inefficace pour envisager de telles représailles, car il est bien évident que les Russes, notamment, ont mis au point tout un arsenal de moyens de défense contre les avions et même contre les fusées, qui leur assurerait pratiquement l'impunité dans le cas où ils voudraient déclencher une attaque. Et comme il n'est pas question, je pense, de les prendre par surprise, il faut bien dire que notre force actuelle est absolument inefficace. Le sera-t-elle un jour? Sans doute en partie, car au-delà de cette première génération de la force de frappe, qui ne sert à rien, sinon à engraisser M. Dassault, il y a la seconde génération, celle des sous-marins porteurs de fusées à tête nucléaire. Des sous-marins type américain avec fusée type Polaris. Mais cette génération ne sera prête qu'en 1973. Nous avons donc devant nous, si nous sommes menacés, 6 ans d'insécurité totale. Et qu'en sera-t-il en 1973? Eh bien, la réponse a été donnée l'année dernière par un homme politique fort expert de ces questions, M. Jules Mock, qui a pu déclarer à la tribune du Sénat, au cours de la discussion budgétaire, et sans que le ministre des Armées réagisse le mois du monde, que notre force atomique atteindrait en 1973 à peu près 1/100 de celle que possèdent aujourd'hui les États-Unis et 2/100 de celle que possède aujourd'hui l'Union soviétique. Étant donné le taux de croissance du potentiel de ces deux pays, on peut penser que notre force, à nous, se trouvera à un niveau encore très inférieur en 1973. Notre force de dissuasion est donc véritablement une goutte d'eau, et s'il ne faut pas en nier l'efficacité éventuelle, car la menace de représailles est évidemment, même si elle est limitée, quelque chose de suffisant dans certains cas, il n'en reste pas moins qu'on peut douter, lorsque la disproportion est par trop flagrante, que cela soit d'un intérêt quelconque. D'autant plus qu'il n'est pas dit que d'ici 1973, Russes et Américains n'auront pas trouvé le moyen de détruire les sous-marins porteurs de têtes atomiques avant même qu'ils aient pu agir en quoi que ce soit. Nos malheureux quelques sous-marins en train de circuler dans la mer Arctique, dans l'océan Arctique, ne seront-ils pas suivis, détectés en permanence par des moyens techniques russes qui les maîtriseront avant même que la moindre réaction ait été envisagée? Par conséquent, notre force est actuellement inefficace sur le plan militaire et risque de l'être même dans l'avenir. Troisième aspect, enfin, l'aspect économique et financier. Sans doute est-il très exact de dire que l'essor de l'industrie atomique française, avec tout son accompagnement, les avions, les études de réacteurs pour les sous-marins, la construction de l'usine de Pierre Latte, auront fait progresser de manière très sensible l'industrie française, l'industrie de pointe en particulier, l'industrie électronique. Sans doute. Mais à quel prix? Et il ne manque pas de bons esprits pour penser que l'affectation à la recherche scientifique d'1 dixième ou de 2 dixièmes des sommes qui ont été englouties dans la recherche militaire aurait permis d'obtenir des résultats tout à fait équivalents. Et le surplus eût été alors avantageusement dispensé à des investissements plus rentables
des constructions d'hôpitaux, des constructions de routes, des constructions de logements, etc., etc. Les bons esprits qui sentent cette réflexion proche ne manquent pas alors de répondre que jamais la recherche scientifique n'aurait pu obtenir ce qu'a obtenu la recherche militaire. C'est probablement un petit peu vrai, le ministère des Finances se laissant plus facilement violer lorsqu'il s'agit de dépenses d'intérêt national que lorsqu'il s'agit de dépenses dont on ne voit pas l'objet immédiat. À cela, je répondrai de la manière la plus nette que si le général de Gaulle, dont le pouvoir est quand même immense, avait bien voulu s'intéresser à la question, il n'aurait obtenu du ministère des Finances le déblocage des crédits nécessaires pour la recherche scientifique, sans attendre ce feu d'artifice auquel nous assistons actuellement, qui consiste d'ailleurs pour l'essentiel à rassembler sous le vocable recherche scientifique ce qui était déjà dépensé dans les années précédentes, sans pour autant avoir mis cette étiquette sur les crédits. Ainsi, on aura dépensé quelques dizaines de milliards de francs nouveaux dans une entreprise dont on n'entrevoit pas contre qui ou pourquoi elle a été faite. Dans une entreprise qui aboutit à nous doter d'une arme en grande partie inefficace. Inefficace en tout cas dans le présent, et peut-être aussi dans l'avenir. Et ce, au détriment de l'économie nationale, qui n'en aura retiré que de bien minces satisfactions, si l'on met à part évidemment celle de M. Dassault. Seconde question. Que pensez-vous de M. Giscard d'Estaing? Et en quoi se différencie-t-il du centre démocrate? La réponse est assez simple. Au plan politique, M. Giscard d'Estaing est un conservateur, un vieux conservateur malgré son jeune âge. C'est un homme de droite, et en cela, il s'oppose au centre démocrate, qui est un mouvement de progrès social et économique. Seconde différence, M. Giscard d'Estaing appartient à la majorité et il entend y rester. Il pense, du moins c'est ce qu'il déclare depuis qu'il a été bouté hors du gouvernement, il pense qu'on peut infléchir de l'intérieur la politique du président de la République. On ne voit pas, à vrai dire, ce que, pendant ses nombreuses années de présence au gouvernement, il a pu obtenir de la sorte. Il se déclare européen. Qu'a-t-il fait pour l'Europe? Il se déclare défavorablement impressionné par la rupture de nos liens avec l'OTAN. Il n'a pas pu empêcher cette politique anti-américaine du général de Gaulle lorsqu'il était au gouvernement. Par conséquent, M. Giscard d'Estaing se fait des illusions et certains des membres dirigeants du centre démocrate qui ont dû participer au gouvernement dirigé par le président de la République au cours des premières années de la Ve République ont fait bien avant lui la constatation qu'il était impossible de faire entendre sa voix au sein des conseils gouvernementaux tant que le général de Gaulle était appuyé par une majorité inconditionnelle à l'Assemblée nationale. Cela aussi nous différencie totalement de M. Giscard d'Estaing. Troisième question. Le centre démocrate n'est-il pas une menace pour la stabilité ou, en d'autres termes, le groupe charnière qu'il constituera au cours de la prochaine législature ne va-t-il pas précipiter les crises et, en somme, ruiner la stabilité à laquelle nous tenons? Ce problème est évidemment délicat. En effet, il est indiscutable que dans l'état actuel des choses,
la Constitution fonctionne sans à-coups et dans une totale stabilité parce que une majorité inconditionnelle existe à l'Assemblée nationale. Que se passera-t-il si le centre démocrate, ayant de 100 à 120 ou 150 députés au cours de la prochaine législature, est à même de rompre cette majorité inconditionnelle? Eh bien, le problème est dans le respect des règles démocratiques. Il appartiendra au chef de l'État de chercher les communs dénominateurs d'une majorité, quelle qu'elle soit, et d'essayer d'obtenir un programme qui puisse satisfaire les uns et les autres. Sans doute, répond-on, qu'il manquera peut-être 20 voix ou 30 voix à la majorité actuelle, et que celle-ci, alors, devra passer sous les fourches caudines du centre démocrate si elle veut continuer à gouverner. Évidemment, il y a là, apparemment, un risque de chantage contre lequel il faut s'insurger. Mais le but de la démocratie, d'un mouvement, n'est pas de faire triompher simultanément tous ses objectifs. Il est bien certain que si le centre démocrate doit entrer dans une majorité quelle qu'elle soit, dès lors qu'il n'aura pas à lui seul la majorité, il devra composer avec son programme. Pour ma part, je vois la solution du problème dans la fixation d'un certain nombre de points sur lesquels nous resterons intransigeants. Ces points, nous les connaissons. Il s'agit du respect de la démocratie, il s'agit d'une politique de progrès économique et social, il s'agit enfin de la construction de l'Europe unie. Si sur ces 3 points, nous n'obtenons pas satisfaction, il y aura évidemment un risque de crise. Mais la Constitution a prévu cette opposition possible entre une majorité et une minorité. La solution, le remède, c'est de retourner devant le pays. Et à ce moment-là, le pays dira si, oui ou non, il préfère la démocratie, le progrès social et économique et l'Europe, ou s'il préfère la politique de grandeur dans l'isolement, la politique hétéroclite menée actuellement sur le plan financier et économique, et le peuple jugera. On peut souhaiter alors que l'Assemblée qui viendra au pouvoir sera plus homogène et plus orientée que la précédente. Mais je veux revenir sur ce chantage à la stabilité. En effet, il peut arriver que dans un pays, 2 groupes, 3 groupes politiques s'affrontent et que dès lors aucune majorité ne soit possible. N'appartient-il pas alors au chef de l'État de chercher le commun dénominateur à toutes les tendances qui peuvent constituer une majorité et à chercher à imposer cette politique de synthèse? Certes, ce n'est pas dans le tempérament du général de Gaulle, mais n'est-ce pas précisément le grief qu'on peut lui faire? Si nous faisons abstraction de sa personne, ne voit-on pas dans le mécanisme actuel de la Constitution la possibilité de résoudre tous ces problèmes? Le président de la République est maintenant élu au suffrage universel. Quoi qu'en dise l'intéressé, il n'a pas été élu pour faire une politique, il a été élu pour remplir ses fonctions constitutionnelles qui sont celles d'un arbitre. Eh bien, il n'est pas douteux que si une crise de la nature de celle que nous venons d'évoquer devait se produire, l'autorité morale du président de la République, je ne parle pas du général de Gaulle, je parle du président en soi, parce qu'il serait élu au suffrage universel, devrait être suffisante pour lui permettre d'imposer
les solutions de synthèse, les solutions de compromis, qui sont parfois indispensables en politique. Évidemment, depuis 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel a quelque peu transformé l'organisation des pouvoirs telle qu'elle avait été conçue et mise en place dans la Constitution de 1958. Il est difficile, maintenant, pour nous, d'imaginer un président de la République se présentant autrement que comme le chef d'une fraction de l'opinion. Je ne pense pas qu'il faille considérer cet aspect comme définitif. On pourrait très bien concevoir que se présente à la magistrature suprême un homme qui se déclarerait au-dessus des factions politiques et prêt à assumer les fonctions d'arbitre suprême, qui sont celles que d'ailleurs la Constitution a dévolues au président de la République. Mais admettons que tout président de la République, à l'avenir, se présente avec un programme. Eh bien, alors il y a deux solutions. Ou bien nous restons dans le cadre de la Constitution de 1958. Et il n'est quand même pas inimaginable de penser que cet homme élu avec un programme cherchera à le réaliser en tenant compte des majorités successives qui se dévoileront à l'Assemblée nationale, quitte à mettre dans la balance sa haute autorité morale, quitte à dissoudre l'Assemblée, le cas échéant, quitte à démissionner si à la suite d'une dissolution, le peuple lui signifie qu'il n'est pas d'accord avec sa politique, quitte enfin à composer si après cette dissolution, le peuple lui ayant signifié qu'il n'était pas d'accord, il constate que le peuple ayant changé d'avis, il doit appliquer une politique conforme et démocratiquement conforme à la volonté du peuple. Deuxième cas, la Constitution, alors, peut se révéler inapplicable si le président de la République refuse de composer avec la volonté du peuple. Eh bien, à ce moment-là, il faudra changer la Constitution. Il faudra en venir à un véritable régime présidentiel. Actuellement, nous dit M. Pompidou, nous sommes dans un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. Dans son esprit, cela veut dire que nous sommes dans un régime présidentiel, dans la mesure où le président de la République a tous les pouvoirs, et que nous sommes dans un régime parlementaire, dans la mesure où le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. Eh bien, ce n'est pas cela, ni le régime présidentiel, ni le régime parlementaire. Le régime parlementaire est un régime qui doit être équilibré, c'est-à-dire que le pouvoir de renverser le gouvernement est équilibré du côté de l'exécutif par la possibilité de dissolution du Parlement. Si cette mécanique ne peut pas fonctionner, autrement dit ici dans le régime de la Ve République, le gouvernement ne peut pas être mis en minorité par l'Assemblée nationale, il faut en venir à un régime présidentiel, c'est-à-dire un régime de séparation des pouvoirs, où l'exécutif, désigné pour une durée moins longue qu'actuellement, 4 ou 5 ans au maximum, est indépendant du législatif, le législatif ayant seulement le pouvoir de refuser de voter les lois, et où le législatif est indépendant du pouvoir exécutif, c'est-à-dire ne peut pas être dissous par l'exécutif, mais celui-ci conserve néanmoins son pouvoir de diriger les affaires du pays. Et au terme de la période ainsi fixée, le peuple se prononce et donne raison à l'un ou à l'autre. En résumé, du fait de la déformation qu'elle a subie en 1962, la Constitution de 1958 a été transformée de telle manière qu'on ne sait pas exactement dans quelles conditions elle pourra être appliquée à l'avenir. Suffira-t-il d'avoir donné une autorité morale au président de la République pour nous garantir contre les excès du régime d'assemblée, ou au contraire,
n'aura-t-on pas donné à ce même président de la République une autorité trop grande qui rendra impossible l'exercice du régime parlementaire? Dans ce cas, il faudra revenir au régime présidentiel.